Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Avec Le Gratin, je vous emmène toutes les semaines à la découverte de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Des chercheurs, des scientifiques, des entrepreneurs, des hommes et des femmes d'affaires, que des personnalités qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. L'objectif, vous aider à l'aide de ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur Le Gratin Sabrina Erlori, DG France de la marque de cosmétiques MAC. Si vous souhaitez la retrouver sur le monde merveilleux du web, eh bien n'hésitez pas à aller d'abord sur son compte Instagram, Sabrina Erlori tout simplement, ou sinon, pourquoi pas, sur LinkedIn où elle est aussi très active. Alors, qui est Sabrina Erlori? Vous ne la connaissez peut-être pas encore, mais je suis ravie de vous la faire découvrir parce que s'il y a bien quelque chose que j'apprécie, ce sont les femmes avec de l'ambition et un caractère bien trempé. Et je peux vous garantir que Sabrina entre dans ces deux catégories. Sabrina a connu une carrière éclair dans le monde de la cosmétique. Elle fait ses armes d'abord chez L'Occitane, où elle est d'abord responsable marketing, puis directrice marketing France et enfin DG France et Europe. Le tout à tout juste 34 ans. Cette carrière fulgurante ne s'arrête pas là, puisque Sabrina est désormais DG France de la marque de cosmétiques MAC. Au-delà de ce parcours saisissant, j'ai voulu inviter Sabrina pour plusieurs raisons. D'abord, vous le savez, j'aime mettre en lumière avec Le Gratin des personnalités qui ne sont pas encore médiatiques, des personnalités que je vous fais découvrir et qui ont vraiment des choses à dire, des personnes de terrain, des personnes qui sont de la vraie vie, si je puis dire. C'est exactement le cas de Sabrina Erlori, qui en plus de ça va mêler vraiment un art de la parole, un art oratoire qui fait que cet épisode est un vrai plaisir auditif, vous allez voir. Deuxièmement, j'ai voulu donner la parole à Sabrina pour son engagement associatif. Je dois vous avouer que j'ai pour l'instant pas énormément mis en lumière cette thématique sur le podcast du Gratin. C'est une erreur bien sûr et c'est, j'espère, un petit peu réparé avec Sabrina qui s'est engagée dans de nombreuses associations, notamment de soutien aux femmes et à leur développement. En particulier, Tous à l'école, la Fondation des femmes ou encore la Maison des femmes de Saint-Denis. Écoutez bien l'épisode jusqu'au bout parce que Sabrina parle avec énormément de ferveur, énormément de passion de cet engagement, de cette responsabilité et je trouve que c'est extrêmement inspirant. Une ferveur qui se traduit en action puisque Sabrina n'est pas du style à juste parler et je peux vous dire qu'elle accompagne toujours ses mots d'actes bien définis. Une belle leçon et une image d'une femme loin des caricatures par laquelle Sabrina nous montre qu'on peut faire rimer responsabilité et ambition. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sabrina Erlori. Bonjour Sabrina, bienvenue sur Le Gratin. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir. Moi aussi, ravie. Écoute, ça fait déjà très longtemps qu'on parle, mais j'ai hâte de creuser en profondeur plein de sujets et j'ai réfléchi en préparant cette interview. Je me suis dit que le meilleur moyen de commencer, c'était de parler de ton enfance, figure-toi, parce que j'ai lu pas mal de choses dessus et j'ai eu l'impression que notamment tes parents avaient eu un impact énorme sur toi, enfin, ce qui est le cas pour tout le monde, tu vas me dire. Oui, j'allais te voilà. me permettre cette mais petite notamment, blague. en fait, un point qui m'a intéressée parce que j'ai lu ça et je ne sais pas si c'est vrai, avait eu un impact énorme sur ta confiance en toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Alors, c'est peut-être vraiment beaucoup de post-rationalisation, hein, mais j'ai la chance d'avoir des parents, moi, que je trouve évidemment super intelligents et super aimants. Et j'ai une maman qui a passé beaucoup de temps avec moi et mon frère et qui, je crois, a réussi à vraiment muscler la confiance qu'on a développée en nous. Elle nous a toujours dit que tout était possible. Elle nous a toujours regardé avec des yeux exigeants. Hein. Attention, l'idée, c'était pas de nous passer à peu près tout et n'importe quoi, au contraire, hein, mais en nous disant qu'elle nous soutiendrait dans à peu près toute initiative exigeante. Et je crois qu'à plusieurs reprises, maman m'a vraiment montré que si je voulais quelque chose et si je me donnais les moyens d'y arriver, c'était possible. Voilà. J'ai un exemple en tête, tu vois, qui est quand j'ai décidé de faire une classe préparatoire, on ne savait pas exactement comment, quelque part, on financerait l'école en question et c'était pas grave en fait. Ça, c'était en deuxième temps en fait, on trouverait après. C'est vrai qu'on allait trouver une solution. Voilà, on trouverait une solution parce que ce qui comptait, c'était surtout de ne pas limiter mon potentiel et les envies que je pouvais avoir et je trouve que c'est assez remarquable en fait.
Pas de limite. Non, pas de limite. Enfin, J'adore si, cette quand idée. même, des limites Oui, éducationnelles, voilà, de c'est ça. respect, de valeurs, Des règles. etc. Mais non, pas de limite règles, dans mais pas de- l'ambition. voilà, c'est ça, Pas de pas de limite limite dans dans l'ambition. Et je trouve que quand en plus on est une fille, c'est extraordinaire d'avoir une maman qui vous dit pas de limite dans l'ambition. J'adore cette idée. Est-ce que tu te rappelles ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Tu avais une vocation, justement, une Ça va te carrière faire dont tu rire avais? Parce que, eu égard à la conversation qu'on vient d'avoir, à toi et moi en off, moi je voulais être prof. Ah, c'est drôle, Ouais. mais prof de quoi? Je voulais être prof. Alors, j'ai eu différentes périodes en fonction des profs dont je tombais amoureuse. Ouais. Qui étaient Évidemment. très souvent des femmes pour le coup, mais que je trouvais incroyables. J'ai voulu être prof beaucoup longtemps d'histoire géo ou de français. Et puis, la vie a fait que je me suis retrouvée dans un espèce de système finalement... tu sais, c'est assez marrant, mais en fait, quand on est gamin, en fait, on épouse quand même les systèmes dans lesquels on évolue. Et il s'est retrouvé que moi, à partir de la seconde, je me suis retrouvée dans un lycée où tout le monde voulait faire et était préparé pour faire une classe préparatoire. Moi, je venais absolument pas de ce monde-là. C'était un monde que je découvrais. J'ai découvert le mot classe préparatoire à l'âge de 15 ans, donc c'est quand même assez drôle. Mais pour le coup, je me suis retrouvée dans un monde où tout le monde préparait une classe préparatoire. Donc je me suis dit, je ferai une classe préparatoire. Et puis, en fait, ce qui est assez drôle, sans point de chute, Ouais. sans savoir exactement ce que je voulais faire Mais ce qui est très professionnellement fréquent. derrière. Tout à fait. Mais voilà, à ce moment-là, ça m'allait bien parce que c'était apprendre, c'était... Et puis, moi, j'étais très curieuse. Je pense que pendant longtemps, j'ai différé en fait le choix entre mes matières. Et en cela, la classe préparatoire, c'est assez génial. Donc, voilà. Après, la vie a fait que j'ai changé mon fusil d'épaule. Et puis après, il y a eu aussi toute la dimension de l'autonomie financière qui était très importante parce que moi, j'ai toujours voulu me débrouiller toute seule et assez rapidement gagner bien ma vie pour pouvoir voyager et faire toutes les choses que peut-être j'avais pas faites avant. Donc, je me suis dirigée vers d'autres voies qui étaient aussi plus rémunératrices. Mais je ne dis pas qu'un jour, je ne retournerai pas à l'enseignement. Et la petite chose drôle, et je crois que ça aussi, c'est finalement quelque chose de fort, moi, dans ma façon d'être et aujourd'hui même de travailler en tant que, je ne sais pas comment on appelle ça, manager, c'est la transmission. J'ai commencé ma vie professionnelle, enfin avant même ma vie professionnelle, quand j'étais étudiante, pour financer mes études, je donnais des cours de philo. Parce que j'avais eu une excellente note, j'étais parmi les majors à HEC en philo. Et donc, j'ai passé 3 voire 4 ans à donner véritablement des dizaines d'heures de cours de philo par semaine, à faire intégrer plein d'élèves dans des écoles. Et donc, je me suis dit que j'avais un truc avec la transmission qui fonctionnait bien. Et j'espère l'avoir conservé derrière dans le monde professionnel. Donc, un jour, je me dis que j'y retournerai. J'allais te dire, tu sais, tu disais de manière peut-être un peu dévalorisante, je suis manager, on peut appeler ça comme ça. Mais au final, est-ce que philosophiquement, on peut pas se dire qu'être manager et faire grandir des équipes, coacher ces équipes, c'est pas d'une certaine manière un enseignement pour le monde professionnel, tu vois? Ah si, mais moi, tu sais, je pense que sinon... sinon, les choses n'ont pas de sens, en fait. Soyons clairs. Moi, je ne considère pas qu'il y a un management transactionnel, fonctionnel. Et c'est d'ailleurs un gros sujet depuis longtemps chez moi. J'ai beaucoup de problèmes avec la posture managériale. Tu sais, on te dit il y a une posture managériale, ce qui veut dire que, en gros, il y a toi dans la vraie vie et toi au travail. Moi, je pars du principe qu'il faut être hyper aligné dans la vie de tout court. Et donc, quand effectivement, on est... passionné, investi, de donner le mieux qu'on peut aux autres et de hisser les autres vers le haut, encore une fois, du mieux qu'on peut avec ce qu'on a à offrir soi-même, qui parfois arrive aussi à sa limite. Donc, c'est pas, voilà. Il faut se renouveler aussi dans la vie et se stretcher soi-même. Je crois que oui, c'est ça la vraie notion du... Alors, c'est peut-être plus le leadership que le management en vérité, si on veut être très clair, inspirer et pousser les gens vers l'excellence. Et puis aussi, tu sais, parfois même les convaincre de ce qui est bien malgré eux. Moi, j'ai eu beaucoup ça aussi sur mon parcours. J'ai rencontré beaucoup de gens qui, sans qu'on leur tende la main, ne se seraient peut-être pas sentis capables de se lancer. Et ça, je crois que c'est aussi l'autre élément qui est hyper important, que moi j'ai reçu et que j'essaie aussi systématiquement de transmettre. J'adore cette idée et justement, je voulais parler de leadership et de management avec toi parce que je sais que c'est des sujets qui te tiennent à cœur. Et du coup, une question que je voulais te poser par rapport à ce que tu disais à l'instant, c'est finalement cette idée de leadership ou de management, peu importe à la rigueur quels sont les mots qui sont les plus propices, mais quelle est la tienne? Est-ce que tu as des principes, une vision, peut-être cet alignement dont tu parlais entre vie personnelle, entre les principes qu'on peut avoir dans la vie personnelle, je veux dire, et la vie professionnelle, mais je ne sais pas si tu y as réfléchi, c'est peut-être un peu conceptuel, mais je trouve ça intéressant de se dire, en fait, tu es un leader, tu as un rôle de leader, tu veux emmener des équipes avec toi, tu veux leur faire des choses extraordinaires. Comment est-ce que tu vas y arriver? Quels sont tes principes à toi, Sabrina? Il y en a plusieurs, mais le premier,
Tu sais, moi, je suis quelqu'un, et je l'ai souvent dit à chaque fois qu'on me pose ce type de questions, je réponds un peu toujours la même chose. Je suis désolée, du coup, Pauline, ça va pas être très nouveau. Mais parfois, moi, tu sais, c'est bien mais c'est bien de répéter, répéter les choses qui la marchent. force du repeat, comme on dit. Moi, je crois qu'il faut, dans la vie toujours, à peu près, comme pour tout, il faut un très fort alignement entre justement l'intellectuel et l'émotionnel. Je pense qu'il faut énoncer très clairement une stratégie et faire adhérer les gens à une stratégie, à un projet, à des éléments qui sont formalisés. Je me permets de t'interrompre, Sabrina. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire précisément par aligner l'émotionnel et l'intellectuel? J'y arrive justement, j'y arrive. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toute la dimension de l'intelligence. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un plan, il y a un point A, un point B, et voilà les différentes choses qu'on va mettre en place pour y arriver. Mais en fait, si les gens n'adhèrent pas par leur cœur à la façon d'y arriver, les valeurs qu'on va mettre derrière et le pourquoi, en fait, on veut aller dans cette direction qui, très souvent, et de plus en plus d'ailleurs, je pense, ne peuvent pas être mus que par des KPI transactionnels, business, etc., mais aussi par une volonté collective de faire les choses mieux, chacun à notre niveau, et encore une fois, très modestement dans nos univers, avec ce qu'on a apporté à nos univers et à nos métiers. Je pense que c'est plus difficile. Donc je dirais toujours la même chose, cette espèce d'alignement entre énoncer clairement une stratégie, il faut que les gens comprennent toujours très clairement ce qu'on veut faire et surtout le pourquoi on veut le faire et comment on va y aller ensemble. Je crois que le comment, il est aussi important que le pourquoi et le où. Et ça, c'est pas forcément des choses qu'on nous apprend en fait dans nos études. C'est parfois même ce qui est de plus difficile parce qu'en fait, il faut aller le chercher en soi. Ça t'oblige, toi, en tant qu'individu, et c'est pour ça que je parle d'alignement, à aller chercher dans ce qu'il y a de profondément humain en toi, dans tes doutes, dans tes interrogations, dans tes limitations aussi, parce que tu n'as pas toujours la réponse. Mais en fait, je pense qu'aussi se présenter de façon justement assez authentique et vulnérable aussi aux gens, parce que c'est vrai que tu ne sais pas nécessairement comment vont se mettre en place tous les jalons. Mais c'est ce qui fait qu'il y a de l'adhésion, parce que finalement, les gens se disent, OK, elle est vraie. Oui, elle est humaine. Elle est humaine, elle est vraie. Et en fait, je crois que les gens ont aussi besoin énormément de savoir que tu ne vas pas les lâcher en race campagne, et que tu les soutiendras le plus longtemps possible jusqu'au bout du mieux que tu pourras. Ça crée un collectif fort. Voilà, je te répondrai ça. L'alignement entre une stratégie qui s'énonce clairement, donc l'intelligence, ce qu'on peut appeler l'intelligence, et évidemment le lien fort émotionnel de confiance et de solidarité que tu vas créer avec tes équipes. J'adore cette idée de dire, tu sais, il y a un terme en anglais, I have your back. Exactement. C'est ça, quoi. Tout à fait. Tout à fait. En fait, mais même les potentiels, en fait. Les gens, tu les développes parce qu'ils se disent je vais sortir de ma zone. Alors, après, il y a les dingos entrepreneurs dont vous faites partie, qui ont hyper confiance en eux, quoi qu'il arrive, contre vents et marées. Non, mais je te taquine. Mais voilà, il y a des gens qui, au contraire, plus il y a d'adversité, moins on croit en eux et plus ils rebondissent. Et c'est génial et heureusement que ça existe. Bon, parfois, ça peut créer des profils un petit peu sans limite, mais ça, c'est un autre sujet. Mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin qu'on leur tende la main et qu'on les soutienne dans des environnements qui évidemment restent instables, mais quand même sont backés. Et en fait, moi je pense qu'un manager, un leader, on va l'appeler, je ne sais pas comment, mais voilà, un de ces deux termes-là, un encadrant stimulant, c'est beaucoup ça. C'est aussi créer les conditions de la réussite en créant un environnement propice à la prise de risque, tout simplement. Complètement d'accord avec toi. C'est drôle parce que j'ai maintenant exactement ces convictions, mais je peux te garantir que moi, quand j'ai commencé à être leader ou manager, j'étais à milieu d'avoir compris tout ça. Et heureusement, j'espère avoir un petit peu progressé. Je voulais savoir si toi aussi, tu avais appris des choses sur toi-même, des enseignements sur le leadership, le management, appelons ça des deux manières, que tu pourrais nous partager parce que toi-même, tu avais commis des erreurs. Parce qu'aujourd'hui, je te vois, on en parlait un petit peu en rigolant juste avant, fait que tu as une quinzaine d'années maintenant d'expérience professionnelle, donc tu es quand même à un certain aboutissement. Tu vas encore évidemment grandir, mais je veux dire, tu as appris beaucoup de choses sur le chemin. Je peux imaginer que la route n'était pas si simple et que tu as dû aussi commettre des erreurs. Mais j'en commets tous les jours des erreurs. La première chose, j'ai eu la chance, et ça, il faut le dire, et je souhaite cette chance à un maximum de gens. J'ai eu la chance d'avoir des gens sur mon parcours, tout au long de mon parcours, qui m'ont quand même
aider, façonner, conseiller. Ça a été plutôt des hommes, en l'occurrence. Ça a été des patrons masculins, mais à qui je rends hommage parce que ils ont su à chaque fois, en fait, trouver le bon équilibre entre comprendre qu'il fallait... Enfin, il fallait pas étouffer cette espèce de... Moi, je suis quelqu'un de très passionné, de très énergique, de très dans l'action et qui veut du résultat. Il fallait pas étouffer ça. Et en même temps, il fallait évidemment canaliser cette espèce d'énergie, cette espèce d'appétit. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, je pense que j'ai eu des patrons qui n'étaient pas du tout scolaires, hein, qui croyaient en mon potentiel, qui m'ont tendu la main et qui ont réussi à créer un bon équilibre, un juste équilibre, pas simple, entre la fougue, la passion, l'envie. Et puis j'ai un côté aussi assez contrarian, moi, si tu veux. Quand on me dit que c'est pas possible ou quand on me dit que ça a été fait 20 fois, c'est au contraire, ça m'excite encore plus, si tu veux. Donc, c'est... Voilà. Et qui, en même temps, ont réussi quand même à me... Je dirais pas normer, parce que j'aime pas ce terme, mais à quand même me rendre plus praticable. Donc, je rends hommage aux rencontres et aux gens qui ont pris le temps du feedback. Moi, je dis toujours que j'ai commis plein d'erreurs aussi parce que justement, si tu veux, j'ai toujours cette espèce de dichotomie sur la posture managériale. Je crois que, et particulièrement dans des mondes très compliqués comme ceux dans lesquels on évolue, je crois qu'il est nécessaire d'être très aligné entre ses valeurs, sa vision et son opérationnalité professionnelle. Et donc, si tu veux, je pense que ça fait des individualités très fortes dans le monde professionnel, mais en même temps, forcément, quand on est très aligné et que parfois on est comme on est dans la vraie vie, ça peut évidemment créer quelques effets de bord. Tu vois, moi, je suis assez spontanée, parfois sans filtre, très, très, très passionnée. Et donc parfois ça peut et aussi, hypersensible aussi. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être d'une grande force et qui en même temps parfois sont pas que simples dans le monde professionnel. Donc je dirais que j'ai appris à... En fait, je pense, Pauline, qu'avec les années, ce que tu apprends surtout, c'est qui tu es toi. Ce que tu as vraiment au fond de toi, ce dont tu as vraiment envie et jusqu'où tu es capable de faire des concessions ou pas. Voilà, si je suis très honnête. Et je pense que ton management, en vérité, il faut apprendre à te connaître toi vraiment profondément pour ensuite devenir le manager que tu dois devenir, si ça fait du sens en fait. C'est pas les autres te tendent la main, les autres te font des feedbacks, mais c'est un véritable travail de longue haleine d'introspection, de remise en question systématique et quand même de gens qui te tendent la main aussi, qui te donnent des opportunités, qui te permettent à chaque fois de tester, et de sortir de ta zone de confort et de tester des choses nouvelles. Et voilà. Et c'est tout ça qui fait qu'un jour, tu deviens le manager que tu dois devenir. Mais je pense que... Il n'y a pas d'école de management, il n'y a pas de règles de management. Et je pense qu'il y en aura de moins en moins. À la vue de ce monde quand même très, très changeant, mouvant, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de nécessité d'être au clair avec ses valeurs personnelles et la trace qu'on veut laisser. Voilà, je pense que c'est ça, le management pour moi. Écoute, c'est une belle vision. C'est drôle, ça me fait penser à ce que l'un des invités du Gratin que j'ai eu la chance de recevoir aussi, c'était Xavier Mufradji. Je ne sais pas si tu le connais, Non. C'est le CEO du Club Med. Enfin, il vient de changer D'accord. de poste. Et qui me disait aussi qu'il avait vécu un peu ce cheminement. Et qui me disait que du coup, maintenant, il se connaissait assez bien. Et donc, la première chose qu'il faisait quand il arrivait dans une nouvelle équipe, c'était justement de dire précisément à ses collaborateurs... Voilà comment je fonctionne. Voilà comment je fonctionne, quoi. Le mode d'emploi, Xavier, c'est ça. Et je trouve ça génial, parce qu'en fait, on n'a pas le réflexe de le faire. Et effectivement, c'est exactement ce que tu dis, c'est d'être aligné et puis de le communiquer aussi pour finalement donner le code secret, quoi, on va dire, à l'équipe. Oui, non, mais je suis d'accord. Là, moi, je pense ça partiellement, cependant. Je suis d'accord avec ce point, évidemment. Mais en parallèle... je fonctionne aussi comme ça aujourd'hui et je pense que moi j'aime beaucoup être surprise et j'ai aucun souci à ce qu'à la limite moi j'ai pas de problème à travailler avec des gens qui fonctionnent pas du tout comme moi, au contraire j'ai autant besoin que les gens s'adaptent à moi que moi m'adapter aux gens et en fait j'éprouve un énorme plaisir à m'adapter
à des personnalités qui n'ont rien à voir avec moi, et deux, justement, même à des publics. Enfin, tu vois, de plus en plus, on travaille avec des gens extrêmement jeunes dans nos équipes. On n'a vraiment pas le même logiciel. Enfin, vraiment, moi qui commence à être assez âgée, Pauline, nous en parlions. C'est pas non, mais je te taquine, mais on n'a vraiment plus du tout le même logiciel. Mais qu'est-ce qu'ils m'apportent, hein, et qu'est-ce que je leur suis reconnaissante. Donc... bon, je ne sais pas si c'est... Voilà, j'amènerais un léger bémol à ce point qui est que, effectivement, je me connais, mais je sais que j'ai aussi énormément besoin d'être surprise, d'être bluffée, et que du coup, je laisse vraiment la place. J'essaie de créer justement l'espace possible à la surprise. Je comprends. S'il n'y a que ton mode de fonctionnement et que tu peux fonctionner qu'avec des gens qui fonctionnent comme toi, en vérité, je pense que tu limites cette possibilité-là. Moi, j'aime juste... Enfin voilà, moi, tu me présentes des gens intelligents qui ont des idées... quel bonheur, quoi. Et c'est ça qui est génial dans nos métiers, tu vois, c'est qu'on est quand même exposé à un nombre de gens juste dingues, hyper variés. de toute génération, donc j'adore. Si on peut revenir sur un point que tu as évoqué, tu disais j'étais un peu contrarienne. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la traduction française, mais on va dire que tu aimes bien, on va dire, aller, non pas dans le sens du vent, mais un peu... J'ai un problème avec les comportements moutonniers, Voilà. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant que tu me le dises, parce que je sens que c'est assez vrai et que tu as une personnalité, tu as un vrai caractère. Et à la fois, c'est une vraie force, notamment au niveau du leadership, mais je peux imaginer que de temps en temps, ça peut te jouer des tours aussi. Tout à fait. Notamment parce que on a dans notre équipe chez Gemio quelqu'un qui est assez contrariane, souvent c'est des gens très intelligents d'ailleurs, et qui du coup, un peu par principe, si tu veux, aime bien avoir la posture en opposition avec, on va dire, le comportement moutonnier ou avec ce que les autres pensent. Et c'est pas facile tous les jours à gérer parce qu'il faut convaincre cette personne. Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu travailles? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont dans ce cas de figure, qui sont eux-mêmes des contrariennes, qui voient ça comme une force, mais qui se disent de temps en temps, ça serait pas mal que j'arrive à m'autoréguler. Est-ce que tu le fais, toi, cette autorégulation, ou au contraire, est-ce que tu cultives ce côté contrarienne? J'apporterai plusieurs nuances. L'idée n'est pas d'être contrarienne pour être contrarienne. Moi, je ne prends pas systématiquement, juste par réflexe, le contre-pied de tout. Au contraire, et je suis ravie de dire qu'il y a beaucoup de thèses et de choses avec lesquelles j'adhère totalement sans problème. Je dis juste que quand il y a quelque chose que je trouve pas complètement clair, logique, ou en tout cas que je ne comprends pas, si tu veux, j'ai jamais eu c'est très marrant, moi je rencontre un nombre de gens pas possibles qui me disent écoute, j'ai pas très bien compris, ou je suis pas complètement d'accord, mais bon, tout le monde a l'air tellement ok et ça a l'air tellement intelligent que je me dis que c'est moi qui ai un problème et qui n'ai pas compris. Moi, je me suis toujours dit que j'avais une intelligence assez normale, et que si je comprenais pas, ou s'il y avait un loup, c'est qu'en fait le loup n'était pas chez moi, il était chez les gens qui l'exposaient, tu vois. Donc déjà, bon, ça c'est une posture par rapport au monde, je trouve qu'il faut quand même donner à une majorité de gens. Enfin, c'est pas parce que vous comprenez pas quelque chose que vous êtes stupide, c'est que parfois, vraiment... juste des choses qui ne font pas de sens, ou qui sont pas mal expliquées, ou qui parfois ne font pas de sens. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que il y a des espèces de... Enfin ça on le voit, tu le vois, on le voit tous, il y a des espèces de modes. Il y a des moments où on va dire, voilà, la thèse du marché, ou la thèse de l'époque, c'est ça. Et il n'y a rien contre ça. Et tout le monde va y aller de... Voilà. Et si tu vas contre le vent, effectivement, c'est pas simple. Donc je pense que moi, ma conviction aujourd'hui et la façon dont je fonctionne, parce que je suis quand même dans des enfin, voilà, on est dans des écosystèmes où tu ne peux pas fonctionner en étant que contrariane. Donc évidemment, il y a la feuille de route. Et cette feuille de route, les gens sont alignés sur les feuilles de route. Donc si tu décides de les développer, c'est que tu y adhères, évidemment. Maintenant, au sein, sur le modus operandi et sur les possibilité de peut-être l'étendre ou tester d'autres choses, je crois que c'est là où il faut garder aussi sa liberté de penser, et sa liberté surtout de proposition. Encore une fois, pas pour la beauté du genre et la beauté du style, hein, mais avec des choses concrètes que tu amènes, hein, qui peuvent être sous forme de proof of concept ou choses comme ça, pour, je dirais, tendre... oui, mettre un petit peu sous pression les modèles qui te sont un peu poussés, qui ont des vertus et qui ont une vraie forme de vérité, et qui parfois sont incomplets ou pas complètement pertinents par rapport... Voilà, c'est plus ça. Donc, si tu veux... et puis, parfois même convaincre sur des théories tout autres sur lesquelles on peut te laisser la chance d'expérimenter. Donc, je dirais quand même que tu peux pas fonctionner contre dans la vie, que contre. Il faut fonctionner avec, et je crois avec un aménagement de l'avec,
qui là, pour le coup, est très libre d'interprétation en fonction de l'énergie et de la créativité que tu veux y apporter. Ce serait plus ça ma réponse. Est-ce que c'est clair? C'est très clair et je retiens vraiment un point important, je pense, parce que j'ai aussi constaté ça et je pense, je le vois bien sur mes réseaux sociaux, etc. Beaucoup de personnes qui n'osent pas dire « je n'ai pas compris ». Ah, mais bien sûr, et tu remarqueras que c'est aussi pas mal féminin en vérité. Mais non, enfin, vraiment, croyez-moi, quand les choses sont claires, en général, on les comprend. Tu m'as fait une belle transition, Sabrina, parce que je sais que, alors, pas le féminisme, mais en tout cas, la confiance en soi chez les femmes est un sujet qui t'importe beaucoup. Et toi-même, du coup, en fait, tu avais cette confiance en soi, on a commencé par là, et c'était justement le but de ma première question. Mais tu l'as aussi cultivée, si je ne me trompe pas, parce que tu as vécu plein de choses qui ne devaient pas être si simples. Et je suis tombée sur une partie de ta carrière où, si je ne me trompe pas, au tout début, quand tu t'es lancée, tu as fait le choix de partir à l'étranger, si je ne me trompe pas, en Amérique latine. Non, alors en fait, j'étais basée à Paris, mais je faisais des tournées de 3, 4, 5 semaines, toutes les 5 semaines en Amérique latine. C'était, à l'époque, tu travaillais chez l'Occitane? Non, pas du tout. C'était avant l'Occitane. En fait, quand je suis sortie de mes études, j'ai rencontré un entrepreneur qui avait une PME qui développait, commercialisait des licences de parfum dans le monde entier. Et son premier marché mondial, c'était l'Amérique latine. Il était numéro 1 en mass market au Brésil, par exemple, sur le segment du parfum. J'en avais évidemment jamais entendu parler. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et je pense que le plus loin dans ma vie où j'étais partie, c'était probablement Chypre quand j'avais 8 ans. Donc, si tu veux, l'Amérique latine. Mais bon, et à la fois, c'était dingue parce que moi, je rêvais d'aller en Argentine, au Chili, au Brésil. Voilà. Donc, j'ai rencontré ce type qui a vu débarquer une gamine, mais vraiment une gamine qui sortait de l'école, qui savait rien faire et puis qui parlait espagnol, mais alors comme à l'école, quoi. Et ce mec, enfin vraiment, je lui rends hommage, il s'appelle Jean-Pierre, s'est dit, cette gamine, elle a la niaque, j'ai envie, je prends un pari fort et je lui donne ma plus grosse zone commerciale qui faisait, alors c'était des petits chiffres, mais c'était 20 millions d'euros, pour sa boîte c'était gigantesque, et il m'a donné l'opportunité de faire ça, et donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et donc tu devais faire le développement commercial de sa marque de cosmétiques. En Amérique latine. C'est incroyable. Et donc j'allais en Colombie, au Venezuela. Comme première opportunité professionnelle, c'est dingue. Mais dingue. Et surtout en plus c'est les publics que tu découvres sur place, parce qu'en fait moi je bossais avec les types qui avaient créé les boîtes d'import-export et qui étaient les leaders sur leur marché domestique, tu vois. En l'occurrence c'était des types qui distribuaient des L'Oréal, Chanel, etc. Donc moi c'était les gens avec qui je négociais. Donc tu as 23 ans, tu parles, c'est déjà pas ta langue, tu te retrouves à l'autre bout du monde, vraiment lost in translation. Puis dans des pays, enfin, tu vois, au début, quand tu dis à tes parents, bon, alors là, je pars en Colombie 10 jours, ta mère, elle te regarde genre, t'es sûre, chérie, que ça va se passer comme ça? Ouais. Mais oui. Et puis à négocier avec, plutôt en l'occurrence, dans un monde très... J'insiste sur le genre en l'occurrence, parce que ça a un sens dans cette histoire. Moi, je ne suis pas pour le genre, enfin, toi, pour toujours genrer les choses. Mais là, dans cette histoire-là, ça a un sens particulier, avec des hommes assez machos en Amérique latine, qui voient débarquer une petite Française. Et puis jeune aussi, parce que super jeune. C'est pas qu'une histoire de genre, mais c'est bien aussi, sûr, quoi, 20, hyper 22, jeune, 23 inexpérimenté, et qui au début, vraiment... je pense, se disent, bon, on va rigoler. Et puis, on s'est tous amadoués, on a fait du super business ensemble, ils m'ont beaucoup appris et on a gardé des liens pour certains assez indéfectibles. Puis on a aussi gardé des liens parce que j'ai été bien malade, j'ai fait 2 rapatriements sanitaires, donc ça crée des liens, ça aussi. Quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est au propre comme au figuré. Mais du coup, en fait, t'es un peu jetée dans l'arène. Ouais, je suis jetée dans l'arène. Complètement. J'ai toujours été jetée dans l'arène. Et alors, quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui se retrouvait dans une situation comme ça? On remet en contexte, c'est ton premier job, t'as 22-23 ans, t'es une femme, ok? Et tu débarques dans un univers que tu ne connais pas, où tu ne parles pas la langue, et t'es censé vendre à des gars qui sont en plus, j'imagine, assez installés. Ouais. Et puis qui au début vraiment, n'y croient pas, quoi. Ouais. Enfin, ils rigolent. C'est doucement. ça, faut un peu briser la glace. Je pense que, en fait, il faut arriver à manier 2 concepts très, 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 très éloignés, qui sont la gravité et la légèreté. La gravité et la légèreté. Non, mais il faut être extrêmement au point sur ces dossiers, très, très robustes. Donc très solide au niveau professionnel. Et en même temps, avoir un humour tout-terrain. Parce que ce que tu te prends dans la tronche, si tu te froisses, tu tiens 15 minutes, en fait. Donc, il faut avoir une autodérision gigantesque, un sens de l'humour remarquable et connaître ses dossiers sur le bout des ongles. Et quand tu arrives à faire cette espèce de jointure,
là, tu es redoutable. Et donc, tu t'amuses beaucoup. Et au final, ce qui est formidable, c'est que tu gagnes, si je puis dire. Je ne sais pas si tu gagnes, mais en tout cas, tu es respecté, les gens t'apprécient et tu fais du super business. Tu arrives à tes fins. Ouais, tu arrives à tes fins, ouais. Tu as du résultat. Ouais, tu as du résultat, ouais. Et puis, tu crées des amitiés aussi. Enfin, tu sais, les gens, au final, quand ils te respectent professionnellement et qu'en même temps, ils passent un bon moment avec toi, parce que tout ça, ça fait partie, surtout dans les métiers commerciaux, le charme, ça compte, la séduction, ça compte, évidemment, c'est très important. Dans le commerce, c'est une des clés de la réussite du commerce, c'est pas à toi que je vais dire ça. Donc, quand tu arrives à faire ça, ouais, tu fais partie des gens avec qui on a envie de développer l'activité. Est-ce que cette expérience, qui devait quand même être folle, t'as appris quelque chose sur toi-même que tu pourrais nous partager? Est-ce que c'est peut-être difficile comme question parce qu'il faut prendre beaucoup de recul, mais est-ce que tu pourrais essayer d'y réfléchir Pour être très honnête, Pauline, je vais te répondre à un truc hyper basique, mais du coup, ça valide le fait que, en fait, t'es tout terrain. Non mais, quand tu débarques de nowhere, que tu deals en Colombie, au Venezuela, si tu veux, c'était pas exactement sur la feuille de route. Hein. Après, oh là là, toute aventure à côté, finalement, c'est pas grand-chose. T'as plus peur, quoi. Bah non, t'as plus peur de rien, tu peux tout faire. Et alors là, je vais te poser une question très indiscrète, mais maintenant que t'es arrivé là où t'es, DG de Mac, avec, j'imagine, quand même un peu plus de confort malgré tout, est-ce que tu peux avoir peur de devoir redevenir tout-terrain? Non, mais en fait, tu es toujours tout-terrain. Tu sais, déjà, pour moi, il y a deux éléments. Premier élément, c'est que, donc ensuite, après cette expérience en Amérique latine, j'ai rejoint une boîte que j'aime et que j'ai aimée d'amour, qui s'appelle l'Occitane, dans laquelle j'ai passé 10 ans. Et chez l'Occitane, j'ai appris le retail. Déjà, c'est un point très structurant par rapport à qui je suis. Le retail, c'est un métier où tu restes tout terrain tout le temps. Parce que le retail, c'est un métier de grande humilité. En fait, les gens tu vois, c'est pas comme être né en marketing en chambre, en fait. Quand tu fais du retail, tu sers les gens dans la vraie vie. Et tous les jours, tu redémarres à zéro. Moi, j'avais des patrons qui disaient qu'une des très grandes qualités pour réussir dans le retail, c'est qu'il faut être totalement parano. Parce qu'en fait, il faut toujours croire que tu vas mourir pour être le meilleur. Parce que tous les jours, tu redémarres à zéro et tu te compares à l'année d'avant et il faut faire mieux. Et en fait, pour faire mieux tout le temps, en fait, tu t'arrêtes jamais. Tu n'es jamais en paix dans le retail. Parce que tous les jours, tu capitalises pas vraiment sur les choses. Si, parce que tu as tes fichiers clients, etc. Mais quand même, cette espèce de... Parce que dans le retail, il y a quand même... comment on appelle ça, ce spectacle vivant qui fait qu'il faut que toi, en tant qu'individu, tu sois au top tout le temps et que tu te remettes en question tout le temps. Donc, le tout-terrain, quand tu viens du retail, en fait, c'est une seconde nature. Jamais tu es justement dans une position de confort. Et le deuxième élément, Pauline, c'est qu'on est dans des mondes aujourd'hui où nos écosystèmes font que le confort, c'est pas du tout une option. C'est pas à l'ordre du jour. Mais c'est pas à l'ordre du jour et c'est pas à l'ordre du jour pour très 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 longtemps. Donc non, je parlerai pas de la peur de retourner au tout-terrain. Je pense que moi, j'ai ça en moi. J'ai cette espèce de déjà, je pense, de nature, deux, mon parcours personnel fait que, et trois, avec cette dimension et de retail et de grands mouvements systémiques, je pense que, au contraire, moi j'ai l'impression d'être vraiment un équilibriste systématique qui essaie de réorganiser tout le temps, avec les nouveaux éléments qu'il a entre ses mains, un monde cohérent. Voilà. Pour parler de retail, justement, je sais que c'est aussi très important, évidemment, pour Mac, où tu travailles aujourd'hui, sans rentrer forcément dans les, on va dire, problèmes actuels, dans la situation actuelle qui, bien évidemment, est compliquée pour tout le monde. Mais cette dimension retail, elle est fondamentale. Même si la période actuelle fait que le retail marche moins bien, le retail va quand même reprendre, c'est sûr, dans quelques années. Et donc, je voulais avoir, si je peux, la substantifique moelle de ce que tu considères d'important dans le retail, pour le dire très simplement. C'est-à-dire que tu m'as dit là, en 2 phrases, des choses déjà passionnantes pour me dire qu'il faut se réinventer tout le temps, pour me dire que tous les jours, en fait, on redémarre à zéro, etc. Et en fait, je ne sais pas exactement comment formuler cette question, mais moi-même, je suis une petite débutante dans le retail. Avec Gémio, on a 4 boutiques. Et en fait, je me rends compte que c'est un métier à part de ce que j'ai fait. Et donc, en fait, très concrètement, ça m'intéresse de savoir si tu aurais des conseils à me donner à moi ou à n'importe qui décide de se lancer dans le retail, au niveau de l'humain, peut-être, au niveau de l'état d'esprit. Mais tu sais, je vais te dire des choses, je vais t'enfoncer des portes ouvertes, mais
c'est pas parce que les concepts semblent simples qu'ils sont simples à exécuter. Ouais. Pour faire du retail bien, il faut aimer les gens. Alors, voilà, les gens qui vont entendre ça vont se dire, elle est gentille, bon, mignonne. Les gens, les clients et mignonne, les bien commerçants. sûr, et les tes conseillers. collaborateurs. Ouais. En fait, si déjà de nature, c'est pas quelque chose dans lequel tu prends ton pied, la relation humaine, c'est compliqué de faire du retail. Parce qu'en fait, le retail, c'est que des gens, c'est que de l'humain. C'est que de l'humain, que de l'humain, que de l'humain. Deuxièmement, si tu n'aimes pas servir et être à dispo tout le temps, pareil, il faut faire autre chose, en vérité. Et puis, je crois que pour aimer... Moi, j'avais un boss, c'est toujours ce boss anglo-saxon que j'adore, je le cite souvent, mais c'est quand même beaucoup musclé, formé, appris. Il disait, pour aimer le retail, il faut être soi-même un shopper, un consommateur. Mais je crois que c'est vrai, il a raison. Tu vois, si en vérité ton truc c'est le transactionnel pur et simple parce que tu t'achètes 5 jeans par an et 2 paires de baskets, fais autre chose parce que par définition, la magie du commerce, t'en es très très loin. Il faut aimer les concepts, les marques, les univers. Il faut être soi-même un consommateur. Alors, je ne suis pas là en train de faire l'apologie de la consommation débridée. Mais si tu n'es pas intrinsèquement passionné par les expériences, les produits, les univers, pareil, c'est pas un métier, je pense, simple. Je comprends. C'est hyper intéressant. Tu parles d'humain et beaucoup de services. On en parle beaucoup, mais je trouve que finalement, ça reste souvent des mots et que le vrai service, au sens où tu vas répondre à un besoin, où tu vas apporter un résultat, c'est pas si facile que ça. Comme tu disais, finalement, tout est dans l'exécution. Ouais. Est-ce que cette notion de service, comment peut-être, est-ce que toi, à un moment dans ta carrière, ça peut être chez l'Occitane, ça peut être là chez Mac, est-ce que tu as vraiment essayé d'accentuer pour faire en sorte que le service ne reste pas juste un mot, mais que ça devienne vraiment un résultat ? Moi, j'ai appris le service... en fait, j'ai compris vraiment ce qu'était le service et comment tu pouvais changer la vie des gens. Là, c'est le moment grave où tout le monde se dit je suis tout que va-t-il se passer et là, la chute est encore plus brutale dans le maquillage. Bam, c'est fait. Elle ose. Non, mais quand tu prends mais c'est Mac, vrai. Non, mais quand tu prends Mac Cosmétique, en fait, au début, tu te dis bon, voilà, c'est une marque de make-up. Et puis les gens se disent bon, c'est du make-up, c'est sympa. Et en fait, moi, j'ai des équipes qui tous les jours, par le regard qu'ils portent sur les gens, l'écoute qu'ils apportent aux gens, véritablement, je te promets, change des femmes, leur point de vue, leur confiance en elles, leur capacité à avoir de l'audace. Et j'ai même, tu vois, pour illustrer ça, j'ai une anecdote qui, moi, m'a bouleversée et on me l'a racontée et ensuite je l'ai vécue parce qu'il se trouve que j'ai fait à plusieurs reprises, j'ai offert ce service à des femmes qui étaient, par exemple, sous chimio, malades, qui n'étaient pas du tout des dingues de make-up, qui n'étaient pas des femmes particulièrement sophistiquées en vérité, et qui, parce qu'elles étaient fatiguées, pas au mieux de leur forme, sous chimio, qu'elles avaient perdu leurs cils, leurs sourcils, leurs cheveux, se retrouvent chez Mac en leçon make-up et sortent de là en disant je ne me suis jamais trouvée aussi jolie. Et là tu te dis, tu sais quoi, en fait, merde, je comprends pourquoi je fais ce job, en fait. Donc, il faut tous nos métiers. Et en fait, je raconte cette anecdote parce que, voilà, on peut se dire, bon, du maquillage, c'est sympa, ça sauve pas le monde. Ah, ça sauve pas le monde, mais ça participe à quand même une des définitions, probablement, du retail et qui, je crois, fera que, effectivement, comme toi, je pense que le retail est insubmersible, en vérité. Alors, probablement pas de la même façon, de la forme dont on l'a connu par le passé, mais... Les humains font du bien aux humains. Et en fait, je crois qu'une des clés du service, c'est comprendre comment, évidemment, tu résous des problèmes. Et résoudre des problèmes transactionnels, tu n'as pas complètement besoin d'humains. Même si, de plus en plus, tu veux quand même parler à des humains et de moins en moins à des machines. Mais bon. Mais par contre, vraiment régler des vrais problèmes d'humain à humain, dans tous nos métiers, c'est possible.
rendre les gens un peu plus éveillés, un peu plus instruits. Moi, je crois beaucoup typiquement aux marques qui rendent intelligents aussi. On pourra en parler, mais je crois que, pareil, les marques éducatives qui passent aussi par l'humain. Et je considère que moi, j'ai la chance d'évoluer aujourd'hui dans un monde où, en fait, on fait du bien, vraiment profondément aux femmes et aux hommes qu'on conseille, parce qu'on les muscle. On muscle leur acceptation d'eux, leur affirmation d'eux, leur confiance en eux, par le truquement du maquillage, mais en fait, c'est bien plus profond que ça. Ça leur permet de faire une forme de chemin introspectif grâce à nous. Et parce que j'ai des équipes qui sont principalement choisies, alors évidemment pour leur talent, leur technicité, mais leur profonde humanité. Ouais. Nous, dans nos critères de recrutement, l'empathie, c'est extrêmement important. Si tu n'aimes pas les autres et que tu n'as pas envie d'aider les autres, tu ne peux pas être un bon maquilleur. Et ça, comment est-ce que vous faites pour l'identifier ? C'est tellement difficile. Alors, je ne dis pas qu'on se plante, enfin, qu'on se plante bien pas. Sûr. Mais j'imagine que... Mais tu mets les gens en situation et puis tu sais... en fait, moi, très souvent, quand on rencontre et quand on recrute des gens, je crois qu'un des éléments hyper importants, c'est pas de leur demander leur parcours. Nous, on n'est pas très inquiets sur le parcours. À partir du moment où les gens ont un petit quelque chose pour le make-up, bon, en général, ils sont quand même bons et passionnés, sinon ils ne viennent pas chez nous. Mais ensuite, nous, on les forme. Ce n'est pas un problème. C'est même dans la vie en général, pour les jobs, en fait. Les gens, tu les formes. Ce qui est hyper important, c'est plus de... Moi, j'aime bien poser plutôt des questions assez personnelles. Enfin, personnelles, sans rentrer dans des choses trop intrusives. Mais... la façon dont les gens voient le monde, ce qu'ils ont envie de laisser comme trace, quels sont leurs moteurs, quelles sont les choses qui véritablement comptent pour eux, jusqu'où ils seraient capables d'aller dans certaines situations, etc. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus indicatif de est-ce qu'on a envie de faire un bout de chemin ensemble et est-ce qu'on est câblé de la même façon par rapport à la mission qui est la nôtre, versus est-ce que tu as fait telle école, est-ce que tu as eu telle note au bac, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Enfin, vraiment, je le pense profondément. Mais je suis complètement d'accord avec toi. On parle beaucoup de retail, de services, de vente, d'une certaine manière. Et tout ça me fait penser au mot terrain que tu as employé un petit peu plus tôt. Et je sens que tu es effectivement une femme qui a la capacité à la fois à monter très haut et à aller dans des concepts. Ça revient peut-être à ton futur de prof de philo. Voilà, exactement. Merci, Pauline. mais aussi, j'espère que tu me donneras des cours plus tard. Mais aussi, tu arrives, et j'appelle ça souvent faire l'hélicoptère, à retourner à la surface. Et ça, dans le retail, on sait que c'est essentiel, mais même dans la vie, je pense que c'est très important de réussir à faire ça. Est-ce que toi, tu t'imposes une règle pour justement... Maintenant, je te pose cette question parce que tu es DG, et donc en fait, tu peux perdre de vue le terrain. Quand bien sûr. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas perdre de vue ce terrain ? Bon, déjà, je pense que il y a aussi des tempéraments. Quand toi-même, tu as eu la chance d'évoluer dans des mondes très différents et pour le coup, de venir de mondes très concrets pour le coup et pas très conceptuels, déjà, tu es plus musclé. Parce que tu as un goût pour ça. Il y a des choses qui te semblent assez naturelles. Et puis deuxièmement, le terrain, il faut le pratiquer, quoi. Il n'y a pas d'autres choses. Alors là, c'est un petit peu mouvementé avec les fermetures, ouvertures, les problématiques de limitation, de déplacement, etc. Mais moi, je me promène beaucoup, ouais. Et puis, surtout, en fait, je crois qu'il y a un autre élément qui est très important, qui n'est pas toujours simple à mettre en place dans les organisations, mais qui est majeur. C'est, en fait, de travailler de façon très horizontale avec les gens qui savent. Les gens qui savent, c'est les gens sur le terrain. C'est eux qui, tous les jours, sont au contact des consommateurs. Donc, si les personnes les plus importantes dans le dispositif, et qui ont le savoir, et qui ont très souvent les signaux faibles, même d'ailleurs, c'est ces personnes-là. Et il faut créer un système de communication avec toutes les équipes, justement, terrain, qui fait que c'est suffisamment fluide et avec suffisamment d'horizontalité pour que les gens s'expriment et te donnent vraiment les vraies infos. N'aie pas peur de s'exprimer. Pour que toi, tu puisses immédiatement, du mieux que tu peux, encore une fois, agir dessus et parfois même anticiper certains éléments. Alors, on met en place, tu sais, aujourd'hui beaucoup d'outils, des NPS, etc., pour avoir des outils de satisfaction client, pour avoir aussi beaucoup de contenu. Donc, en fait, il y a ces deux éléments-là. Il y a soi-même s'astreindre à lire tous les verbatims pour être au plus près de la vérité, enfin d'une forme de vérité, attention, mais quand même très très indicatif.
Et ça, je pense que c'est majeur aujourd'hui dans nos écosystèmes. Et en parallèle de ça, garder le pouls sur ceux qui savent. Voilà. Moi je dis toujours que, tu vois, moi, je ne suis entourée que de gens qui sont beaucoup plus compétents que moi. Moi, mon travail, c'est un travail de chef d'orchestre, de priorisation et de force de conviction avec le top management pour nous laisser libres de mettre en musique nos projets, mais qui en vérité sont des projets vraiment portés par mes équipes, qui savent très très bien, pour le coup, ce qu'elles veulent et ce qui doit être fait. Quand tu dis, c'est drôle, quand tu dis réussir à remonter en fait la substantifique moelle du terrain et donc des sachants, des personnes qui savent, j'adore cette formulation, finalement on le sait souvent, mais le faire c'est assez compliqué. Est-ce que concrètement, tu pourrais nous dire, tu disais lire des verbatims, etc. Est-ce que tu as mis en place, ou il existait déjà chez Mac, justement, des outils, ou peut-être que tu fais des fausses quiz gros, enfin que tu vas toi-même pour comprendre en fait ce que disent, ce que ressentent, ce que vivent les consommateurs au travers de ce que disent tes sachants. On a des points déjà qui sont quand même assez... on a des points hebdo avec tous nos responsables régionaux. En fait, si tu veux, il y a tout un process qui est mis en place qui permet la remontée d'informations. En fait, c'est pas tant le process de remontée d'informations, je crois, qui est important, c'est l'aspect culturel et psychologique. Ouais. Les outils, il y en a 50, enfin, je veux dire, on peut les énumérer, mais tu en trouveras très bien de non, partout. Non, mais justement, ce qui m'intéresse, c'est plus... Et les sessions mises en place de remontée terrain, elles existent dans les organisations. Plutôt, enfin, quand les gens sont dans des mindset retail, c'est en place. En fait, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est, est-ce que les équipes vont être capables, enfin, avoir le confort psychologique et se sentir valorisé et puis avoir la confiance dans le fait que si elles le font, derrière, il y aura que ce sera actionable, en fait. Et que ce sera pris en compte. Donc, en fait, c'est une culture, c'est un mindset, et c'est encore une fois une confiance de respect mutuel établie entre les différents protagonistes. Et puis, l'envie commune... d'être tellement passionné par son métier qu'en fait, tu veux juste... tu considères qu'il en va de ton devoir de faire le mieux possible. Et faire le mieux possible, c'est prendre en compte même toutes ces petites choses un petit peu désagréables que tu aimerais mettre sous le tapis, mais qui en vérité peuvent se transformer en éléments assez graves, en fait, down the road, si tu les tacles pas. Donc je dirais que c'est plus un état d'esprit, une culture et un management assez horizontal qui fait que la voie est libre, en fait. Enfin, la parole est libre. C'est plus ça que l'organisation et la structuration d'outils. Tu as plein d'endroits où tu vas mettre en place des outils et tu n'en tireras pas grand-chose. Les gens les gens seront morts de trouille et ne diront rien pour ne pas avoir d'ennui, quoi, hein. Parce que parfois, faire remonter certaines choses, c'est aussi admettre qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'a pas su faire ou qu'on a fait une énorme connerie. Bon, si ça, c'est systématiquement sanctionné, il ne se passe rien, en fait. On n'apprend pas ensemble et on ne progresse pas ensemble. Tout ce que tu me dis depuis le début, c'est pour moi, ça fait ressortir tout ce que tu dis au niveau de l'alignement, c'est-à-dire le fait que vraiment, il faut être complètement en phase avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et ce qui est drôle, c'est que je constate, je ne sais pas si c'est un choix, et c'est ça ma question, c'est qu'en fait, tu es complètement aligné, puisque toi, depuis le début, finalement, tu travailles dans la cosmétique et tu as fait... On sent dans la manière que tu en parles que cette mission de service, d'aider des femmes, je pense, à prendre confiance en elles, c'est en fait le but de la cosmétique. C'est hyper drôle que tu dises ça parce qu'en fait, je suis en train de vivre une séance de psychanalyse car je ne me suis jamais posé cette question. C'est un peu la psychanalyse. C'est hyper gratin. intéressant. Mais merci. En plus, c'est gratuit. Merci Pauline, vraiment, c'est formidable. Moi, je pense que... En fait, c'est marrant parce que moi, quand on me demande de me définir professionnellement, je crois que je dis d'abord que je suis une fille de retail, d'omnicanal, plus que de cosmétique. En fait, j'ai l'impression que la cosmétique, c'est un peu par hasard. Or, tu as quand même raison, il y a un vrai leitmotiv. Donc, il doit y avoir quelque chose. Là où tu as un point, c'est que moi, je n'envisage pas de vivre et de... En fait, je ne fais pas de distinction entre mes valeurs personnelles et ce que je veux être professionnellement. Je m'explique. Je crois, et ça c'est très très profond, moi si tu veux je suis très reconnaissante. Déjà, et c'est très important, si on ne pose pas ça, on ne peut pas comprendre quelque part la façon dont je fonctionne. Moi je considère, et parce que j'ai commencé en Amérique latine à l'âge de 23 ans, et que j'ai vu ce que c'était que d'être
pour beaucoup des filles pauvres, sans éducation, sans avenir, sans potentiel, dans des pays machistes. Je considère qu'être née femme et avoir eu accès à l'éducation dans un pays comme la France, les probabilités sont déjà tellement faibles qu'en fait, ça oblige. Et moi, je dois tout à l'école, je dois tout à mon parcours scolaire. J'étais boursière en prépa, j'étais boursière à HEC. Ça, pareil, ça oblige, en fait. Voilà, moi, j'ai des choses qui m'inspirent beaucoup dans ma vie, qui, pour le coup, sont des concepts, des phrases de philosophes ou des phrases littéraires qui disent un peu toutes la même chose, qui disent qu'à partir du moment où tu as la chance d'arriver à des responsabilités, tu es obligé d'avoir aussi toi la responsabilité d'en faire quelque chose. Et ce faire quelque chose, il n'est pas que transactionnel, il n'est pas que de création de valeur économique, il est aussi de changer comme tu le peux la vie des gens, les écosystèmes immédiats. Donc concrètement, c'est quoi ? C'est promouvoir des gens parfois à qui on n'avait pas nécessairement tendu la main avant parce qu'ils étaient atypiques, mais toi, tu décèles chez eux quelque chose qu'on a pu faire pour moi. Je ne pense pas être totalement quelqu'un de très, très typique, normé. Il y a des gens qui ont cru en moi, qui m'ont donné des opportunités. J'essaie systématiquement de faire la même chose. Et puis moi, je crois qu'on a tous individuellement un rôle sociétal fort à jouer. Chacun choisit son camp, enfin, je veux dire, son champ d'implication. Mais je crois très fort que c'est par aussi la combinaison de toutes nos actions individuelles et du fait qu'on sera aussi capable de mettre nos entreprises, de mettre nos projets professionnels dans les pas d'un mieux-être social, que tout ça fera du sens. Voilà. Donc, c'est en fait par la prise de conscience de la chance qu'on a, et ça je le répète systématiquement aux gens, on a une chance formidable, il faut qu'on en fasse quelque chose, et ça oblige la chance. Et la responsabilité, ça oblige encore plus. Donc les gens qui ne font que leur job, je ne comprends pas en fait. Quand ça t'arrive d'être face à des personnes peut-être dans ta boîte, que tu n'as pas forcément recrutées d'ailleurs, qui n'ont pas forcément ces mêmes valeurs pour l'instant, en tout cas, qui n'ont pas cette prise de conscience, est-ce que tu essayes de les changer ? Est-ce que tu essayes de leur apprendre ? Est-ce que tu essayes en tout cas de leur partager ce que toi tu perçois à cet égard ? Parce que c'est quelque chose que je ressens aussi de temps en temps. Et je trouve que c'est pas évident en fait déjà de faire changer les gens. En plus je me dis est-ce qu'il faut que je fasse changer les gens ? Est-ce que c'est moi qui ai raison ? Pas forcément. Et donc je trouve ça intéressant parce que à la fois tu as l'air d'être complètement habité par ça et on sent que c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur. Donc je peux imaginer que tu as envie de le transmettre. On en revient toujours à cette idée de transmission. Mais en même temps parfois on se dit est-ce que c'est mon rôle ? Moi je me pose pas la question de est-ce que c'est mon rôle en fait. Cette question-là je l'ai déjà digérée. C'est mon rôle. Et ce qui est assez intéressant, ma petite expérience, alors moi j'ai la chance d'avoir toujours évolué quand même dans des univers où les gens sont très engagés. Enfin, c'est, tu vois, toujours des marques à mission, des entreprises plutôt sociétalement très engagées. Donc d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de hasard complètement. Enfin, c'est lié aussi au fait que moi, ça me parle et ça me parle depuis très longtemps. Je dirais plutôt dans la vie en général, tu vois, quand tu rencontres des gens qui n'ont pas encore fait forcément ce chemin, que moi j'appelle une forme d'éveil en vérité, mais tu sais, moi je ne l'ai pas fait toute seule non plus. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont éveillée. La première personne que j'ai rencontrée qui m'a éveillée, c'est Tina Kiefer, qui avait créé son école Toutes à l'école. Elle est venue me voir parce qu'elle avait besoin de faire un partenariat pour lever de l'argent. J'étais chez l'Occitane. Au début, on s'est dit Cambodge, Provence, ça ne va pas être simple cette histoire. Puis on s'est débrouillé parce qu'en fait, on s'est dit, mais on veut soutenir cette femme, elle est dingue en fait, ce qu'elle fait c'est fou, et comment ça se fait que le monde entier n'est pas au courant, et comment ça se fait, et t'es tellement visionnaire. Donc en fait, si tu veux, voilà, elle m'a complètement bluffée, j'ai une admiration sans faille pour cette nana qui est une véritable héroïne, et donc à partir de ce moment-là, moi, mon job derrière, c'est de faire en sorte to make it happen, quoi. Donc si tu veux, j'ai été éveillée, et je considère qu'une petite partie aussi de ma petite mission, c'est d'éveiller les gens. Ce dont je me rends compte, parce que du coup, pour mes différentes associations, je rencontre beaucoup de dirigeants, plus des dirigeants que des dirigeantes, et beaucoup de personnes qui ont beaucoup de pouvoir entre leurs mains, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient relationnels. La majorité d'entre eux sont plus dans un mode où ils ne se sont jamais vraiment posé la question. Ils n'ont jamais été véritablement mis en face d'eux, certaines problématiques. Et quand tu présentes bien les sujets et que tu es très déterminé,
en fait, le taux de transformation, pour reprendre des terminologies qui vont nous parler, chère Pauline, sont très élevés. Donc, il faut être... il faut soi-même se décréter missionnaire de ces sujets, mais je plaisante pas. Et aller voir les gens sans arrêt et avec détermination, et tu te rends compte que tu peux faire des choses incroyables. Moi, je dis toujours, et je le dis pas pour faire la maline, je le dis parce que c'est... Enfin, j'espère que ça va motiver des gens. Moi, je suis pas grand monde, enfin pas grand chose. Je fais ce que je peux à ma petite échelle. Et depuis les 18 derniers mois, j'ai levé 2 millions d'euros pour les assos. Mais, enfin, vraiment, avec juste du culot, des vraies convictions. Oui, et pas dans une période particulièrement propice. Et pas dans propice. une période facile, et en pitchant bien les gens, et en leur expliquant à quel point eux aussi pouvaient faire des choses, en fait. Parce que beaucoup de gens se disent même, mais est-ce que tu crois vraiment que ça va changer, ou est-ce que tu crois vraiment que... Mais oui, en fait. Voilà, aujourd'hui, on a des gens qui nous aident sur de l'accompagnement à la petite enfance, à la maison des femmes, parce qu'ils ont des crèches, ou on est en train de regarder pour créer une foncière pour de l'abri d'urgence pour la Fondation des femmes. Et en fait, tout ça est tout à fait réaliste et faisable, alors que les gens pourraient te dire, non mais attends, t'es gentil, de quoi tu me parles, c'est très compliqué tout ça, ouais, 2 millions d'euros, c'est énorme, comment fais-tu, etc. En fait, si tu veux, ce qui n'existe pas aujourd'hui, et que je trouve assez bluffant, c'est qu'il y a... un monde associatif extrêmement intelligent et plein de ressources et plein d'envie. Et il y a aussi parfois, très souvent, un monde de décideurs, de corpos, etc., qui aussi a des solutions. Et il n'y a pas toujours l'entre-deux. Il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas la soudure, liens. en fait. Il n'y a pas la soudure. Alors que quand tu les mets à travailler, parce que tu les présentes, quand toi, tu te dis, OK, là, j'identifie un besoin d'un côté et une solution de l'autre, et tu sais quoi, on va les matcher. Et on va les faire se rencontrer et on va réfléchir à des projets, etc. Mais en fait, c'est d'une simplicité biblique. Donc c'est pour ça que je dis toujours, et je ne suis pas sûre que ce mot soit très bien compris, mais moi je crois en l'hybridation, et je crois qu'il faut de plus en plus de gens qui soient des passeurs, qui aient la chance en fait de quelque part de voyager entre ces deux mondes que sont le monde associatif et le monde corpo pour créer la soudure. Et c'est formidable. Enfin, c'est le monde d'après pour moi, parce que l'État ne peut plus tout, parce qu'on a tous une responsabilité, et surtout quand on a des responsabilités, on a une responsabilité sociale. Enfin, je veux dire, pour moi, elle est induite. En tout cas, je suis câblée comme ça, et je ne comprends pas les gens qui ne le comprennent pas. Et parfois, c'est pas grand-chose en plus. Et la majorité des gens ne sont pas malveillants, ils sont juste apathiques. Et voilà, et c'est Mais sympa. ils ne croient pas qu'ils peuvent avoir de l'impact. Exactement, ils ne croient pas qu'ils peuvent avoir de l'impact. Donc moi, c'est juste mon petit job, c'est ça. C'est faire comprendre aux gens qu'ils peuvent avoir un impact monumental, et qu'en plus, ils vont s'éclater à le faire, et qu'ils seront tellement fiers, parce que quand ils vont raconter ça à leurs enfants à dîner le soir, et ben, waouh, ils vont juste... être des héros à leur niveau. Et puis sur le terrain, ça change considérablement la donne. Et le terrain en a besoin, parce que c'est dur. C'est très, très dur. Sabrina, justement, pour parler rapidement de ces associations, est-ce que tu pourrais, petit moment pub, mais non sponsorisé, vous inquiétez pas, messieurs, dames, justement pour la bonne cause, est-ce que tu peux nous en parler rapidement pour que certaines personnes, si elles sont intéressées, puissent justement avoir cet avec impact? Plaisir, Pauline. Donc, la première, c'est... cette association créée par Tina Kiefer, qui est une femme incroyable, qui a 42 ans, dirige Marie-Claire, est une journaliste, présentatrice télé à succès, qui a une vie très confortable et qui part au Cambodge, qui plaque tout, pour créer une école pour sortir des petites filles du quart-monde, de la misère absolue, et pour certaines de la prostitution infantile, en créant une école d'excellence pilote. Et elle est en train de créer une espèce d'élite intellectuelle au Cambodge, qui est une élite féminine. Donc en plus, je trouve que c'est un pied de nez assez marrant. C'est clair. Donc elle s'appelle Tina Kiefer, l'association s'appelle Toutes à l'école. Elle a 1200 petites filles dont elle s'occupe intégralement, de la maternelle maintenant jusqu'aux études supérieures. Et elle leur a créé tout l'écosystème qui va avec. Elle a créé des dortoirs pour que les gamines puissent sortir de leur bidonville. Il y a des dispensaires, puis tellement d'autres choses. Enfin, je vous invite à checker son travail. Elle est absolument remarquable. Et d'ailleurs, tu sais, j'en appelle même, si je ne sais pas, on ne sait jamais, il peut y avoir des bonnes surprises.
je pense qu'elle a véritablement créé un écosystème pilote qui serait hyper intéressant de dupliquer, même dans nos pays, en vérité. Donc, j'appelle de mes voeux certains de tes auditeurs à peut-être regarder son travail, on ne sait jamais, à la contacter, parce que je pense qu'il y a des choses à faire, même en France aujourd'hui, dans certains territoires compliqués, éducatifs. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Donc ça, c'est une rencontre, c'est un coup de bol. C'est quelqu'un qui se trouve sur mon chemin et dont je tombe, pour le coup, éperdument amoureuse, qui m'éveille. Et en fait, quand tu rencontres des gens comme ça, tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Enfin, je veux dire, tu n'as pas d'autre choix que de te dire, voilà. La deuxième personne que je croise un peu, alors certains diront pas par hasard, mais bon, quand même par hasard à un dîner, c'est une jeune femme à l'époque, elle a 35 ans, elle s'appelle Anne-Cécile Melfert, elle crée la Fondation des femmes. Et elle crée la Fondation des femmes sur un constat très bête qui est, il y a 90 millions pour le Téléthon, 50 millions pour la SPA, rien pour les femmes. Or, il y a plein de situations quand même extrêmement compliquées. Il y a des mères célibataires isolées, il n'y a pas encore la parité absolument, il y a beaucoup de violences faites aux femmes et rien n'est vraiment, il n'y a pas d'organe consolidateur de tout ça et qui va porter et le juridique et le soft power, donc contre le sexisme ordinaire, et qui va aussi mettre de la pression sur les pouvoirs publics pour légiférer et qui en même temps est un organe de levée de fonds. Et donc je rejoins aussi Anne-Cécile, on travaille ensemble sur différents sujets et aussi principalement la levée de fonds. Donc moi, ce que je trouve incroyable, c'est que tu vois, elle a 35 ans, elle monte ce truc. Aujourd'hui, elle est l'organe de référence en France. C'est remarquable, et avec vraiment courage et détermination. Et puis, une vision des choses qui est très juste pour moi, puisqu'elle est féministe, mais elle est féministe avec les hommes, à fond avec les hommes. Et ça, c'est très, très important, parce que la suite de l'histoire s'écrira beaucoup avec les hommes. Et la dernière, et il le faut absolument, et la dernière, c'est Radha Atem, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a un peu moins de 2 ans. Et là, c'est encore autre chose, elle est plus proche d'une Tina quelque part. C'est la gynécologue obstétricienne de l'hôpital de Saint-Denis qui un jour en a marre de récupérer les femmes en fin de parcours, c'est-à-dire quand il faut juste les réparer techniquement par la chirurgie, et décide de créer un centre, une espèce de lieu d'accueil où elle va essayer aussi de limiter les impacts en amont en faisant de la sensibilisation, de l'accompagnement psychologique. Et elle crée cette maison des femmes. Et c'est quand même, tu vois, la maison des femmes de Saint-Denis, c'est 250 mètres carrés et 12 000 consultations par an. Tu vois, c'est quand même des femmes qui sont dans un... c'est un sacerdoce, quoi. En fait, elle se lance vraiment en religion. Et moi, elle me bluffe parce qu'elles ont tout en commun. Pour le coup, là, quand on parlait de contrarianes, elles sont contrarianes, mais pour de vrai. C'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas le statu quo. Et même si on leur dit « c'est pas possible, ton truc », en fait, elles ont toutes trouvé une façon d'y arriver. Tina, elle part au Cambodge, elle parle pas la langue, elle est pas native. Les mecs la regardent en se disant « mais qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là ?» Elle crée une école de Maboul. Radha, elle a maintenant sa maison des femmes et elle est en train de lancer la duplication du modèle, alors que pareil, tout le monde lui disait sincèrement, pas sûr que ça marchera ton truc. Et voire même, on lui a mis des bâtons dans les roues. Et je pense que Anne-Cécile... De la même façon, les gens se disaient c'est mignon, elle joue à la marelle, et puis so what, quoi. Et puis voilà, aujourd'hui, elle a un organe où je te promets, elle influe sur le débat public. Elles ont tout en commun donc d'être assez punk, très drôles, très déterminées, supérieurement intelligentes, et d'avoir à cœur de servir la cité. Et donc pour moi, ce sont des rôles modèles, tout simplement. Donc quand tu as la chance en fait de rencontrer des gens comme ça dans ta vie, mais la moindre des choses, c'est de faire de ton mieux pour les accompagner. Et quand en plus elles te disent j'ai envie de faire un bout de chemin avec toi, est-ce que tu peux m'aider sur ça, mais tu accours. Tu vois, moi quand je te parle de ça oblige, ces femmes-là obligent, vraiment. Et puis j'apprends tellement à leur contact. J'espère devenir une meilleure version de moi-même aussi, grâce à elle. Pour terminer, Sabrina, j'ai quelques questions que j'aime bien poser, que j'appelle le crible du gratin. Il y en a une, je vais commencer tout de suite parce qu'on a trop parlé de contrarienne et du coup, tu m'as titillée. Oh là là là. J'aime bien demander, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, est-ce qu'il y a une croyance, donc quelque chose en quoi tu crois, qui pourtant est controversée, ou en tout cas n'est pas universellement partagée? Je vais te faire une petite... un petit pied de nez rigolo.
Tu ne peux pas être féminine et prise au sérieux et efficace. Tu l'aimes bien celle-là? C'est pas mal. Avoir des cheveux longs, Ouais. mettre des jupes, porter des talons, être maquillée. Hmm. Et en même temps être redoutablement efficace et crédible. Écoute, ça me va très très bien, je te remercie. Je trouve que ça te ressemble pas mal. Ouais, écoute, je ne sais pas. Tu me parlais tout à l'heure aussi de citations. Alors là, pareil, tu as aiguisé ma curiosité. Est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, une citation, plusieurs citations d'ailleurs, qui te touchent particulièrement et que tu pourrais partager avec nous? Il y en a beaucoup, mais il y en a une qui, je crois, est un des vrais fondements de ma vie. C'est une phrase de René Char qui dit « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. » Alors attends, je vais la répéter, je vais essayer. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est beau et je crois que ça résume pas mal de ce qu'on s'est dit, toutes les deux, jusqu'à maintenant. Merci Sabrina. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie, dans ta carrière, personnellement, professionnellement, qu'est-ce que tu referais différemment? Je serais plus ronde dans ma façon de m'exprimer, probablement. Je pense que je suis quelqu'un de très direct et qui a été beaucoup sans filtre. Et je pense qu'il y a une force à une forme de rondeur dans l'expression, ce qui n'empêche pas la détermination. Je pense que ça, c'est des choses que j'ai appris finalement assez tard dans ma vie. En fait, ce qui fait ta force à un moment ne la fait pas nécessairement au moment d'après. C'est vrai. Donc cette espèce de fougue, de tout-terrain, d'authenticité vraiment brute va être extrêmement importante dans certains écosystèmes et à certains moments de ta vie. Et peut devenir une limite dans le moment d'après. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, tu dois garder ce qui fait le feu, ce qui fait l'élan. Et à chaque fois, l'idée, c'est de s'adapter pour... En fait, tu sais, c'était... D'être capable de faire les deux, en tout cas. Oui, mais en fait, parce que tu ne fais pas sans les autres, le moment où tu perds la communication et le fil avec les autres, en fait, tu te plantes, tu es dans un deadlock. Donc, il est nécessaire de trouver les ressorts pour toujours conserver le lien. Et si dans ce lien, il y a le narratif et la rondeur d'expression, eh ben, ok, ça me va bien. L'une de tes plus grandes peurs? Alors, tu vas et rire. est-ce que tu l'as surmontée? Oui, et ben voilà. Donc moi, ma peur absolue, me demande pas pourquoi, je pense que c'est psychanalytique, voilà, je pense que les gens vont se dire elle est cinglée. J'étais paniquée. Il n'y a que des gens cinglés sur le gratin, mais c'est ça qui fait qu'ils sont sympas. Bien. Et j'étais paniquée, mais ça c'est pour ça que j'en parle librement, parce qu'il faut le dire aux filles. J'étais paniquée à l'idée d'accoucher. Je ne me demande pas pourquoi, j'étais sûre que c'était un cauchemar, que j'allais souffrir. Et tu as des jumeaux, si je ne me trompe pas en plus. Et j'ai des jumeaux. Ouais. Eh bien, figure-toi que je n'ai rien senti du tout. Alors, je pense que c'est de par la dextérité incroyable de mon gynécologue que j'aime d'amour, donc je lui rends hommage. Mais au-delà de ça, cette espèce de truc de « c'est horrible !» Non. Voilà, et donc je le dis aux filles parce que je pense que pendant très longtemps, moi, ça a fait un peu différer mon envie même d'avoir des enfants. J'avais une peur, mais panique de l'accouchement. Et en fait, voilà, tout s'est très très bien passé. Donc j'ai envie de te dire que la grande peur de ma vie, je l'ai surmontée. Après, il reste toujours la peur de la mort des gens que tu aimes très très fort. Et ça, en vérité, j'essaie de ne pas y penser. C'est pas une peur qu'on a envie de surmonter, je pense. Exactement. Dernière question, le livre qui t'a le plus marqué, que tu le recommandes le plus autour de toi, que tu as envie de partager avec nous? Il y a tellement de livres qui m'ont marqué, mais il y a un livre qui m'a sidérée. C'est un bouquin de Philippe Roth. Alors, je ne sais pas si on dit Philippe Roth ou Philippe Ross en français, qui s'appelle « La pastorale américaine ». C'est un livre sur l'absurde, c'est un livre sur la précarité de la vie qui m'a vraiment qui m'a brutalisée, il n'y a pas d'autre mot. Cette espèce de personnage un peu gentil, humaniste, sympa, parfait, qui fait tout bien et qui se retrouve par les méandres, par les hasards de la vie avec une fille terroriste. Qui nie cette réalité, qui finalement est obligée d'en arriver au constat que c'est vrai. Et sa vie, en fait, toute cette espèce d'échafaudage de vie parfaite s'effondre.
Et je crois qu'il y a... En fait, si tu veux, dans ça, il y a deux choses, il y a deux concepts forts qui, moi, font que auquel je crois très fort, qui est l'absurde et qui est la précarité des choses. Et je crois que, paradoxalement, dans ce livre, pour moi, ce que moi j'en ai tiré, je ne dis pas du tout que c'est... Je ne suis pas sûre qu'il y ait un message particulier, mais en tout cas, ce que moi, ça a mue en moi, c'est parce qu'il y a l'absurde. Et parce qu'il y a la précarité dans la vie, encore une fois, on a un devoir de faire émerger du mieux qu'on peut systématiquement et quotidiennement un peu de magie, un peu de sens, un peu d'ordre dans ce bordel et cet effondrement qui peut arriver à tout moment. Et pour ne pas terminer sur une note sombre, je crois que voilà, ça c'est ce que j'essaie de faire. Un petit peu de joli avec parfois du pas grand-chose. Sabrina, je pense qu'on ne pouvait pas trouver un plus beau mot de la fin. Je te remercie 1000 fois pour ton temps, pour ta passion qui est vraiment communicative. Si on veut te retrouver, si on veut te suivre, si on veut te harceler sur le monde du web, parce que je pense que ça va être le cas, où est-ce qu'on le fait ? Sur LinkedIn, sur Instagram ? Mais même sur Instagram, c'est drôle. J'ai des week-ends où je réponds à 150 messages privés et ça, je trouve ça extraordinaire. Enfin, sincèrement, oui, au contraire, n'hésitez pas. Moi, j'adore discuter avec les gens et j'adore rencontrer des gens. Et en fait, tu vois, c'est marrant, toi et moi, on en parlait juste avant de commencer cet échange. Il y a une magie des réseaux sociaux qui est celle-ci. Moi, j'ai rencontré un nombre de gens grâce aux réseaux sociaux et grâce à Instagram, en l'occurrence, incroyable. Et des gens qui même se sont proposés d'eux-mêmes de m'aider dans certaines de mes assos, à lever de l'argent ou pour me présenter des gens. Donc, au contraire, si vous avez des feedbacks, si vous avez des propositions, si vous avez envie d'aider donc les différentes assos, whatever... Ah, mais au contraire, vous êtes les bienvenus. Bien, le message est passé, Sabrina. J'espère que vous serez nombreux à contacter Sabrina sur LinkedIn, sur Instagram. Je mettrai en tout cas tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis évidemment, on va sur le site de MAC pour s'abreuver de toutes ces... Et puis on s'abonne aux nouvelles sessions virtuelles. Tu sais, on fait des masterclass digitalisées avec nos top make-up artistes. Ah, c'est vrai ? Ah ouais. On a eu Tom Sapin, que je salue ici, Maddy Otto, que je salue, qui sont des talents d'une force dingue, qui aiment profondément leur métier et qui ont vraiment envie... qu'un maximum, tu vois, de partager leur passion avec un maximum de gens, c'est super humain. Donc, ouais, au contraire, on s'abonne, on s'abonne et je mettrai ça dans les notes aussi, on suit les virtual selling de MAC. Trop bien, merci beaucoup. Je t'embrasse, Pauline.